Installez-vous, installez-vous. Vous venez de parler justement de numérique. Eh bien, nous, on va parler de cybermalveillance parce qu'effectivement, c'est une composante qu'on ne peut ignorer maintenant. Le digital affecte les comportements industriels et on va en parler avec deux personnes de renom. Éric Zemaille, directeur de Carnot Ingénierie Lyon et professeur de sûreté et de fonctionnement et cybersécurité à l'INSA de Lyon. Bonjour. Pierre-Marie Laure, directeur de la cybersécurité chez Framatome. On présente rapidement Framatome. Bonjour. Bonjour, enchanté, merci. Oui, donc Pierre-Marie Laure, je suis responsable des activités de cybersécurité, notamment sur la partie instrumentation et contrôle-commande pour des centrales nucléaires, chez un client comme EDF que vous connaissez, ou d'autres clients partout dans le monde, 84 réacteurs. Pareil pour Carnot Ingénierie et l'INSA de Lyon qu'on connaît quand même un petit peu. Mais, oui, je crois Éric, que vous en avez une aperçue ce matin avec Frédéric. Donc Éric Zamaille, enchanté, professeur à l'INSA Lyon, comme vous l'avez dit. Et je suis expert en cybersécurité industrielle, on va en reparler tout à l'heure. Et également, je suis directeur de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, qui consiste à, d'une part, rapprocher les entreprises de nos laboratoires de recherche et de manière à pouvoir les aider dans le développement de leur innovation. alors justement, on vient de parler, on vient d'entendre nos collègues avec cette numérisation croissante des sociétés. Au même moment, on voit ce qui se passe dans le monde. Les cyberattaques, elles sont partout, elles sont nationales, elles sont ciblées. Ça concerne aussi des systèmes de défense. Ça attaque tout, partout, de manière horizontale. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les sociétés, les entreprises, les industries qui sont ici présentes à intégrer les systèmes de pare-feu, finalement, de protection et donc de cybersécurité? Messieurs, peut-être Pierre-Marie. Je peux commencer, merci. Il y a une manière très simple, entre guillemets, de pouvoir les sensibiliser à tous les niveaux d'une entreprise, c'est de conduire, par exemple, d'avoir une politique d'audit. C'est une première étape de la sensibilisation, et puis après, on le verra, c'est une étape d'amélioration continue. Il ne faut pas croire qu'un système industriel, qu'on a l'impression d'être massif et figé dans le temps, en fait, n'évolue pas. Un système industriel, comme vous le mentionniez, il est numérisé, ils sont de plus en plus numérisés, et donc les attaques, les menaces évoluent, le système évolue lui-même, donc on ne peut pas avoir un système qui va rester figé comme ça pendant 20, 30, 40 ans, donc il faut sans arrêt le questionner. Donc pour ça, par exemple, une possibilité, c'est d'avoir une politique d'audit. Donc qu'est-ce qu'un audit, par exemple? Ça peut prendre la forme d'un test d'intrusion, donc on se met dans la position d'un attaquant, finalement, et on va tester les barrières d'un système, par exemple dans un laboratoire ou sur une plateforme représentative. Alors, ce que vous expliquez, c'est que chez vous, chez Framatome, vous avez un secteur qui teste une agression, une cyberattaque, c'est ça? Tout à fait. Et ils se mettent, c'est des cyberattaquants ou c'est des cyberattaqués, ou il y a les deux? Alors, on a des personnes qui se mettent dans la position de cyberattaquants. D'accord. Pour adopter les mêmes comportements, les mêmes mesures pour cibler un système en particulier. C'est pas propre à Framatome d'ailleurs, Oui. c'est pas propre au nucléaire. Je faisais auparavant dans l'industrie des transports aussi, dans la défense, dans d'autres secteurs de l'énergie, du spatial également. Alors, quand les sociétés viennent vous voir, quand toutes ces grosses entreprises que vous avez mentionnées viennent vous voir, c'est parce qu'elles ont déjà été attaquées ou parce qu'elles voient ce qui se passe autour? C'est préventif ou c'est Oui, voilà. guérisseur? En fait, il y a plusieurs leviers pour ça. Soit elles n'ont pas été attaquées directement, mais peut-être que leur secteur est visé. Également, c'est pour répondre à des exigences réglementaires. Et ces exigences réglementaires, on en entend parler en ce moment avec la NIS 2, la directive européenne, dans sa deuxième version, qui va être transposée dans le droit français à l'automne prochain. Et cette directive, par exemple, elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce qu'il y a un contexte international que vous avez mentionné au début. Et aussi parce que voilà, il y a ce contexte de malveillance qui cible notamment des infrastructures critiques. Éric, c'est important, il faut renforcer cette confiance. Oui, c'est particulièrement important, vous l'avez rappelé, l'industrie se digitalise, on le voit sur ce salon-là avec des robots, des automates, etc. Donc on est vraiment dans l'ère des systèmes cyberphysiques, le 4.0. Et naturellement, on voit se développer des cyberattaques, on en entend beaucoup parler dans les médias, en particulier sur les ransomware, mais aujourd'hui, forcément, ça se développe aussi dans l'industrie. La sensibilisation, comme le rappelait Pierre-Marie, elle va passer évidemment par des formations,
En tant que professeur à l'INSA, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, et puis avec INSA Valor également présent ici, dans lequel on met en place des formations à la fois pour nos étudiants, pour les préparer à ce qu'ils vont vivre. Et ça, c'est quelque chose d'important, de sensibiliser la jeune génération. Frédéric en parlait ce matin, on est sur des enjeux de transformation. L'enjeu de transformation de la société industrielle vis-à-vis de la cybermalveillance est important. Et on y œuvre, et nous ne sommes pas les seuls à y œuvrer. Mais également, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui est présent, vous venez de le rappeler, c'est médiatisé. On est dans un contexte géopolitique particulier. Donc c'est quelque chose qui est en forte croissance et nous devons, et nous le faisons, de préparer aujourd'hui les techniciens et les ingénieurs qui sont en entreprise à justement comment résoudre ces problèmes de cyberattaque dans le milieu industriel. Mais comment vous les rapprochez? Comment vous rapprochez le IT et le OT? Comment vous les préparez? Vous dites vous les préparez, mais comment concrètement? Alors justement, aujourd'hui, on voit bien que dans le domaine industriel, on a digitalisé, donc c'est de l'informatique, et on a automatisé, c'est toute la partie automate, robotisation, etc. Pour pouvoir faire face à ces enjeux de cyberattaque, on vient les rapprocher. Alors nous, ce qu'on a mis en place au niveau de l'INSA, c'est de mettre en place des formations dans lesquelles on a à la fois des enseignants et des professeurs en informatique, spécialistes de la cryptographie, des pare-feux tels que vous avez parlé tout à l'heure, mais également des automaticiens. Et l'objectif, c'est d'amener les informaticiens à comprendre ce que c'est que l'automatique et d'amener les automaticiens à comprendre l'inverse. Et on les fait se rejoindre sur des plateformes technologiques, comme Pierre-Marie l'a annoncé tout à l'heure chez Framatome, sur lesquelles on a des laboratoires avec des robots, des automates, etc. On leur fait endosser la responsabilité d'être cyberattaquants. Ils développent des cyberattaques sur ces sites industriels qui sont présents dans nos locaux. Et derrière, on les fait travailler à quelles solutions vous imagineriez pour éviter que ça se produise. Et le gros avantage, c'est que la confrontation de ces deux mondes-là commence à travailler le fait que les croyances que l'on peut avoir, des solutions immédiates qu'on pourrait imaginer ne fonctionneront pas dans le milieu de l'OT et vice-versa. Et derrière, ensemble, on a deux populations qui se mettent naturellement à travailler ensemble, à discuter, pour essayer d'œuvrer sur cette spécificité qui est le système industriel. Alors, comment on détecte une cyberattaque? Je veux dire, moi, voilà, je suis un industriel, pour l'instant, tout marche, je m'automatise, mais comment, moi, je détecte ça? Peut-être Pierre-Marie? Alors, c'est une très bonne question, parce que dans les systèmes industriels, la partie surveillance, elle est encore... elle est à un stade de maturité qui peut être amélioré. Parce que c'est les prémices même, elle est au début. Il faut pouvoir détecter les attaques et faire la différence entre qu'est-ce qui relève d'un comportement anormal, d'un problème de performance peut-être du réseau industriel, ou de ce qui pourrait relever d'une malveillance. Cette malveillance, elle peut venir de l'extérieur, si on a un système connecté. Elle peut venir également d'une menace interne, elle peut venir de la supply chain. Vous savez, ces attaques qui viennent par des composants qu'on ajoute à son système, qui viennent d'autres fournisseurs, qui peut-être sont des plus petites entreprises, qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une exhaustivité sur la défense en profondeur. Donc effectivement, il faut pouvoir, in fine, détecter toute tentative d'intrusion. Donc ça, on le fait grâce à des systèmes qui s'appellent des sondes, et qui sont là pour mesurer des déviations par rapport à un comportement anormal. Donc vous pouvez les détecter avant que ça s'attaque, avant qu'il y ait l'écran noir, ou avant que... Ou avant, éventuellement, que ça provoque des dégâts sur le système considéré. Sur le matériel. Tout à fait. On peut aujourd'hui le faire, même vous l'enseignez? Oui, tout à fait. Alors comme vous l'avez signalé, on en est vraiment aux prémices, puisque c'est quand même un enjeu nouveau. Et par rapport à ça... C'est quand même un jeu qui va très vite. Ah, qui va très 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 vite. C'est la raison pour laquelle, au niveau de nos laboratoires de recherche, et en particulier je suis responsable d'une équipe qui travaille là-dessus, sur lesquels depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on développe des méthodes qui permettent de détecter de la malveillance et donc amener le process industriel à dériver par rapport aux enjeux initiaux. Mais ce qui démontre également que pour pouvoir développer ces recherches, au-delà du fait qu'on est en capacité dans les laboratoires de recherche d'amener des solutions, il est fondamental également que ces solutions soient transférables. Et c'est la nécessité de développer des recherches collaboratives entre partenaires industriels et laboratoires de recherche de manière à pouvoir accélérer justement ce transfert de technologies qui se cachent dans nos laboratoires de recherche et qui doivent être nécessairement adaptés. Et donc aujourd'hui, et je pense que Pierre-Marie, tu partageras avec moi ce que je vais dire, je te bloque un petit peu, on est d'accord, pardon. C'est vraiment, les réponses vont naître de la collaboration forte entre l'industrie et les laboratoires de recherche. Et nous sommes là, quelque part, sur un enjeu de société, participer à une innovation
qui soit respectueuse d'un ensemble de critères, l'environnement, la durabilité, la sobriété énergétique, la décarbonation. Et tout ceci, on voit derrière se cacher la malveillance qui peut apparaître. Et donc, nous sommes là pour sécuriser l'industrie. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu partout, cette malveillance, et qu'elle peut venir de n'importe où. Comment on fait? Est-ce qu'on va intensifier les recherches et développement, recruter, reformer du personnel interne? Parce que j'imagine que ça doit être passionnant d'apprendre à décrypter, en tout cas pour les jeunes, je sais qu'il y a des jeunes ici, c'est vrai que ça doit être passionnant. Quelle est la force d'une industrie pour qu'elle soit justement protégée? Alors, c'est vrai, vous avez mentionné quelques possibilités d'attirer des talents. Et on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, soit Chez Framatome. oui, chez Framatome en particulier, parce que je pense qu'on a une entreprise aussi, on adresse des enjeux de société bas carbone, voilà. Et donc on est rejoint par beaucoup de jeunes qui sortent d'école, trop peu de femmes ingénieurs encore, je passe un Donc, message. on s'en l'appelle. Ouais. Ça fonctionne beaucoup également par reconversion interne que vous citiez tout à l'heure. C'est là aussi où la collaboration avec des universités, avec des partenaires dans les écoles ou des laboratoires de recherche pour favoriser cette reconversion interne, parce que dans la cybersécurité des systèmes industriels, on va rechercher un petit peu le mouton à 5 pattes. Quelqu'un qui s'y connaît en système industriel, dans son contexte, dans le contexte du procédé in fine, des personnes qui sont automaticiens et puis en même temps qui ont des connaissances cyber. Donc il faut pouvoir lier tout ça. Et On a l'impression que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le nouveau gadget finalement à jouer contre l'ordinateur au morpion, comme on a pu le voir dans d'anciens films. C'est vraiment défier l'indéfiable. Et voilà. donc c'est peut-être ça d'où Et vient pouvoir l'intérêt, non? le transposer dans le contexte du process industriel qui nous intéresse, en l'occurrence le nucléaire pour ce qui me concerne. Et il y a des curieux, notamment pour les reconversions, ça marche? Beaucoup. Oui, tout à fait. Eric, C'est- ouais. Tout à fait. Là, depuis qu'on a lancé des formations à ce titre-là, on a de très nombreuses demandes de la part des industriels pour des reconversions et pour se préparer à ça. L'idée derrière, elle est simple, il faut donner confiance sur ces nouvelles technologies. Il ne faut pas les prendre comme étant quelque chose de trop risqué, avoir peur de la technologie. L'innovation, elle est là pour nous transformer et notre combat industriel et laboratoire de recherche doit donner confiance sur cette technologie-là. En tout cas, c'est le challenge qui Alors, s'offre devant nous. on est hors temps, mais rapidement, un tout petit mot pour dire aux entreprises, aux industries qui sont ici, aux patrons qui sont ici, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être protégés alors qu'ils n'ont aucune connaissance de la cybersécurité? Alors, Un conseil, une bonne pratique, vous appelez? traditionnellement, on va avoir une approche en profondeur. C'est-à-dire qu'on va commencer par avoir de la visibilité, se donner de la visibilité. On le fait à travers des analyses de risque qui vont prendre en compte, encore une fois, le contexte de safety ou du procédé industriel. Donc se donner de la visibilité grâce à des analyses de risque. Ensuite, ça va être de la cybersécurité un petit peu statique, by design dans le système. Donc ça va être tout ce qui va permettre de durcir un système pour que de toute façon il soit résistant à n'importe quel type d'attaque. Donc on va durcir les systèmes. On va assurer ensuite une gestion des vulnérabilités. Comme on le disait tout à l'heure, ça évolue dans le temps, le système il évolue, le contexte de la C'est pour menace. ça qu'il faut être flexible. Voilà. Et puis enfin, on met en place une politique d'amélioration continue grâce à des audits qui vont intervenir à des instants clés du cycle de vie du système considéré. Pierre, Marie, Laure, merci beaucoup. Éric Zamaï aussi, merci beaucoup. Merci.